Ok, bon retour sur FM Télévision pour notre émission Écho de la jeunesse. Je salue tous nos téléspectateurs, nos fidèles qui nous suivent souvent et qui sont toujours fidèles à notre chaîne FM Télévision. Ok, comme je venais de dire que c'est vraiment notre émission Écho de la jeunesse que nous avons toujours l'habitude de suivre. Et je vous prie encore de rester encore branchés sur ces beaux plateaux, de l'FM TV. C'est grâce à Maître Billy Maloua Cléophas, l'homme d'un slogan: nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. En tout cas, je suis en train de vous prier de rester toujours fidèles, en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons une belle surprise que vous allez aimer. Nous allons débattre ou développer un sujet pertinent qui est vraiment très capital. Nous allons parler sur la problématique de non-intégration des lauréats de l'École nationale des finances. Donc, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Donc, je suis entouré avec les lauréats qui vont eux-mêmes se présenter et vous allez les découvrir. Et sans plus tarder, je commence à ma gauche. Bonjour lauréat. Bonjour. Veuillez vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître. Oui, c'est M. Goël Toumba, lauréat. C'est M. Goël Toumba, lauréat, promotion en 2012. Ok, à vous aussi. Oui, non, pas de micro. Moi, c'est M. Moulombo Divan, lauréat de la promotion 2021. Moi, c'est M. Amouri Atibou Mustafa, lauréat de 2020. Ok. Oui, je réponds au nom de M. Papi Kankou, promotion 2010 de l'École nationale des finances. Ok, je pense que vous avez suivi vous-même, sont des lauréats alors qu'ils se sont réunis pour parler de cette problématique qui dérange autant de lauréats. Alors, avant d'aborder notre sujet, j'aimerais qu'on puisse un peu parler de l'actualité. Je pense que sans ignorer, vous et moi, nous connaissons ce qui se passe actuellement dans la ville de Kinshasa. J'aimerais aussi saisir cette opportunité pour demander aux lauréats. Je pense que vous êtes au courant de cette situation de kidnapping à Kinshasa. Alors, comment vous trouvez cette situation? Je commence avec vous. Merci, messieurs les journalistes, de la question posée. Nous tous, nous avions appris que ce phénomène de kidnapping a pris de l'ascenseur dans notre pays et surtout dans la ville-province de Kinshasa. Nous tous, nous avons déploré et personnellement, je condamne fermement cette pratique qui dérange la quiétude de la population. Nous savons tous comment est-ce que nous vivons dans notre ville. Nous vaquons librement dans nos occupations après le travail, mais ce phénomène, c'est un phénomène à condamner. Je me pose la question, pourquoi ces phénomènes, et surtout ce sont des jeunes? À l'époque, on savait les Diango, c'était de vieux. Mais aujourd'hui, nous avons constaté la plupart des jeunes qu'on a arrêtés, et les gens qu'on a arrêtés, ce sont des jeunes. La question que je me pose, pourquoi ces phénomènes-là n'atteignent que le jeune, la jeunesse? Ok, une belle question que nous allons développer et répondre ensemble. Pourquoi s'attaquent que les jeunes? Ok, j'aimerais que vous puissiez aussi donner votre avis par rapport à l'enlèvement, Kuluna, kidnapping dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. En fait, tel que mon collègue vient de le dire, vraiment nous sommes choqués d'apprendre des questions des jeunes qui font ces genres de choses. Et aujourd'hui, nous sommes en insécurité. Donc ça donne la crainte. On n'a même pas envie de sortir. Donc la meilleure sécurité, c'est de rester chez soi. Lorsque vous êtes dans un taxi ou dans un transport, vous pensez déjà donc vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Et moi, j'étais sidéré lorsque j'ai appris que notre ministre, les deux ministres de la Santé et de l'Intérieur, dit qu'il y a que l'enlèvement, mais il n'y a pas la vente des organes. Pourtant, j'ai autant suivi des témoignages de certaines personnes qui ont été enlevées, qui ont pu s'échapper. Ils ont dit qu'il y a un docteur, un médecin blanc
qui fait ce travail, vivant en plus, il tue les gens vivants en train d'enlever les organes. Et aujourd'hui, dire qu'on n'enlève pas les organes, on ne vend pas les organes, vraiment, moi je peux dire que même le gouvernement n'a pas de présence sur ces points. J'aimerais plutôt qu'on puisse interpeller les gens qui ont témoigné, qu'on puisse les poser des questions au lieu d'affirmer ou d'infirmer cette problématique. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'aimerais que chacun de nous puisse donner aussi son avis, parce que c'est une réalité qui trouble tout le monde dans la ville. Bon, voilà, moi c'est avec beaucoup de chagrin que je suis en train d'aborder ces sujets qui sidèrent presque tout le monde. Ouais. Cette insécurité qui atteint des proportions très criantes dans la ville de Kinshasa, ça doit faire tout le monde peur et ça doit faire tout le monde mal. Mais ce que je aimais, c'est la rapidité dans laquelle le gouvernement a eu quand même à jeter l'assaut sur ces criminels. Et moi, j'aimerais que le gouvernement, par les trichements du ministère de la Justice et d'autres ministères y rapprochés, de pouvoir faire en sorte que ces pratiquants, ces malfaiteurs puissent répondre valablement à leurs actes ou à leurs forfaits qu'ils commettent dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, on ne l'a pas connue comme ça. On a connu, c'était quand même une ville paisible. On a connu des massacres à l'est de la RDC, mais ce n'était pas dans la ville de Kinshasa. Vous constaterez avec moi que la ville de Kinshasa devient le berceau de l'insécurité. Il y a maintenant les Kounouna par-ci par-là, il y a des criminels en cascade, il y a des brassailles, il y a des braquages dans la ville. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Nous voulons que le gouvernement s'y prenne vraiment et qu'il arrête ces pratiques. Merci. Ok, merci beaucoup. Il faut clôturer à ce point. Oui. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Oui, c'est un fait vraiment regrettable. Cette tuerie à répétition qu'on trouve par-ci par-là. Malgré qu'on a arrêté, on entend dire qu'on a arrêté là-bas, on a arrêté là-bas, on a tenté. Bon, ce sont des actions qui ont commencé depuis les années 2003-2004, le phénomène Corona, qui commençait à évoluer, et aujourd'hui nous en sommes au kidnapping avec le commerce des organes. C'est vraiment regrettable. La jeunesse qui n'est pas suffisamment éduquée se lance dans le souci de s'enrichir très vite. Donc c'est ce que nous sommes en train d'observer. L'État, l'autorité du pouvoir public doit mettre des moyens pour pouvoir rééduquer, veiller à l'éducation des plus jeunes et rééduquer ces malfrats qui sont en train de perpétrer des actes d'insécurité. Ok, merci beaucoup. C'est le devoir de l'État, comme vous avez écouté vous-même dans différentes bouches des lauréats. Alors, ma toute dernière question qui va nous introduire dans notre sujet, je pense que vous avez dit, en vous écoutant, vous avez parlé que c'est seulement les jeunes. Alors, j'aimerais un peu que vous essayiez un peu d'expliciter pourquoi seulement les jeunes qui sont dans cette affaire. Parce qu'on n'a pas trouvé ni maman ni papa, de plupart des jeunes. Merci une fois encore, monsieur le journaliste. J'avais abordé la question lorsque vous m'avez posé. J'ai dit, la majorité sont des jeunes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on savait le vieux qui faisait ce genre de pratiques. Alors, comment remédier à cette situation de kidnapping qui ronge la société congolaise? Moi, je proposerais à ce que le gouvernement, l'État congolais, puisse avoir la politique de l'emploi. Les jeunes sont délaissés. Les jeunes sont abandonnés à leur triste sort. Les jeunes ne sont pas occupés. Il faut que le gouvernement, l'État congolais occupe la jeunesse. Un jeune, un groupe de jeunes se réveille le bon matin, ils se mettent au coin en train de naviguer à vide. Lorsqu'on leur propose ce genre de pratiques, l'enrichissement vite, illicite, $1 million, ils vont se lancer vite dans ce genre de pratiques. Alors nous demanderons au gouvernement, à l'État et surtout au commandant suprême, le chef de l'État, de faire en sorte que l'État puisse occuper la jeunesse. Même le phénomène du M23. Le M23 est en train de recruter que les jeunes. Il n'y a pas des vieux de 60 ans qui sont là-bas en train de tuer les Congolais. Ce ne sont que des jeunes. Si l'État occupait la jeunesse par l'emploi, par le travail, on n'aura pas à voir ces genres de kidnapping parmi les jeunes. La plupart des jeunes que je vis là-bas, la fourchette d'âge, c'est allant de 17 à 25 ans. Je n'ai jamais vu un vieux là de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, ce que je demanderais pour remédier à cette situation, que les gouvernements luttent en sorte qu'il y ait l'occupation de jeunes
l'entrepreneuriat, la formation, l'éducation, la rééducation. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense que votre question a été... vous avez plutôt répondu à votre préoccupation. Par rapport à la jeunesse. Moi, je pense que je réitère d'ailleurs le propos de mon collègue Papi, parce qu'il faut que l'État ait une politique pour la jeunesse. S'il n'y a pas la politique pour la jeunesse, il n'y a pas l'encadrement pour la jeunesse, déjà nous sommes voués à l'échec. Parce qu'il y a un dicton qui dit la jeunesse c'est l'avenir du lendemain. Donc d'une part c'est l'État qui est responsable aussi. Non, d'une part il y a la responsabilité partagée. La responsabilité commence au niveau des familles d'abord, parce qu'il y a des familles, c'est-à-dire que les parents doivent aussi prendre les responsabilités à main. Mais également aussi la charge revient à l'État, parce que l'État c'est l'État qui est le suprême. Ouais. L'État doit avoir une philosophie. Parce qu'aujourd'hui, ça craint, on ne voit plus les jeunes dans les bibliothèques. On voit les jeunes dans les bars, même les gens, les mineurs. Moi, ça m'étonne. La loi interdit aux mineurs de fréquenter les bars, des milliers de débauches. Mais vous constaterez avec moi que si vous allez dans le bar, vous trouverez plus de jeunes. Et des mineurs d'ailleurs. Donc les jeunes ne sont pas occupés par l'État, les jeunes ne sont pas utilisés par l'État. Déjà, vous voyez la commune comme Bandal devient les terreaux du massacre. Donc les criminels sont à Bandal. Or Bandal, je crois, je peux dire, c'est les fiefs de quoi, l'ambiance. Vous comprenez? Alors si l'État a une politique efficace de contrôler quel est le mouvement des jeunes là-bas à Bandal, donc on aura quand même une dose un peu atténuante d'insécurité. Donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'il y ait une politique pour la jeunesse. Ok, merci beaucoup. Il faut qu'il y ait une politique appropriée pour l'encadrement de la jeunesse. Ok, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse entrer vraiment dans notre sujet du jour. Comme je l'avais déjà annoncé au début, la problématique de non-intégration des lauréats de l'École nationale des finances. Ok, donc je suis entouré avec ces lauréats donc, qui plaident ou qui se plaignent aussi pour leur non-intégration. J'aimerais d'abord, avant d'entrer dans la profondeur, de savoir un peu sur l'école des finances. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu sur l'école des finances. Merci une fois encore, monsieur le journaliste. Permettez-moi de savoir un peu votre nom. C'est Richard Kabea. Monsieur Richard Kabea. Le vif de notre présence ici, par rapport à la thématique, la problématique de l'intégration de lauréats de l'École nationale des finances. Pour en savoir par rapport à l'École nationale des finances, l'École nationale des finances, c'est une direction des formations des lauréats de l'école du ministère des Finances. L'École nationale des finances a pour mission de recruter par concours d'admission. Parce que pour avoir l'accès à l'École nationale des finances, vous devez être recruté par concours. Et c'est une école des élites. Ce n'est pas n'importe quelle école. Et cette école a été créée par l'ordonnance présidentielle. Si je peux m'hazarder à citer même l'ordonnance. L'ordonnance numéro barre 72. Barre 045. Barre 045 de 1972. Alors, messieurs les journalistes, cette école, pour y accéder, vous devez passer par les concours d'admission. Si vous n'avez pas réussi au concours, vous ne serez pas admis à cette école. Et pour votre information, pour passer à une année supérieure, à l'année précédente, oui, vous devez avoir 60%. Donc c'est une école des élites, différemment de l'INIKIN, IPC, IEC et machin. Donc, si vous avez 58%, 59%, vous êtes refusé de l'école. Alors là-bas, on ne forme que des élites. Et moi qui vous parle ici, j'ai été admis par concours en 2007. J'ai suivi la formation pendant 3 ans durant. En face de vous, vous avez un technicien en finances publiques. J'ai été formé jour par jour en finances publiques. Alors, c'est un peu les gros de ce que je voulais dire. Et je vais ramasser d'autres questions après. Ok. Oui, j'aimerais que l'un de nous aussi, l'un des lauréats aussi, il peut aussi ajouter quelque chose en ce qui concerne toujours l'école des finances. Pour ajouter, l'école nationale des finances, tel que notre collègue vient de le dire, c'est une école qui recrute les gens, les agents d'abord en interne, c'est-à-dire les agents qui travaillent au ministère des Finances.
Et c'est de l'extérieur aussi, comme par exemple un diplômé, à partir des diplômés d'État, et non-agents. Donc il y a des agents et les non-agents peuvent être recrutés et puis formés. Et après cette formation, vous êtes sanctionné par un diplôme qui vous donne droit à un emploi au sein du ministère des Finances. Du budget et de régie. Donc, du ministère des Finances, du budget et des régies financières. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ça. Et nous autres, nous avons suivi l'exercice normal, c'est-à-dire commencer par les concours, la formation et être sanctionné par les diplômes, mais surtout sur l'aspect de ne pas avoir moins de 60%. Donc, ce qui veut dire que nous tous ici, nous avons au moins à partir de 60%, au-delà de 60%. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on est d'accord au moins qu'il y ait encore quelque chose à ajouter. Oui. Donc, bon. Et puis, j'aimerais anticiper la question suivante. Si après avoir recruté et formé, et l'objectif c'est quoi? Voilà. C'est de les laisser partir, aller se débrouiller ou c'est quoi? Voilà. Monsieur Richard, c'est vraiment regrettable. Regrettable dans quel sens? Je le dis, voir des experts dans un domaine quelconque rester comme ça sans être utilisés. Je suis devant, à moins que je me trompe, mais je me trompe difficilement. Je suis devant moi, bien qu'on n'a pas fait la même promotion, mais je crois que je suis devant moi. Je suis devant moi avec des experts en finances publiques. Des experts qui connaissent les secteurs, qui peuvent amener un plus dans le secteur des finances publiques. L'École nationale des finances, moi je rappelle, c'est une unique école, la seule école qui forme les agents et cadres dans le secteur des finances publiques. Il n'y a pas une autre école qui forme les gens dans les finances publiques, dans sa profondeur. Il n'y a pas une école, même pas une université. Si vous allez à l'UNIKIN, les cours de finances publiques, c'est comme un cours. Mais chez nous, c'est toute une faculté. Mon souci, c'est de savoir, après avoir formé, outillé, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces agents-là? Voilà, c'est là où j'allais chuter. Après que ces étudiants ou ces élèves soient formés, dès qu'ils finissent leur cursus normal de 3 ans, la loi dit que ces étudiants-là doivent être affectés au sein du ministère des Finances, du budget, ainsi que des régies financières. Ils ne peuvent pas rester à la maison, c'est automatique. La loi stipule que ces gens-là doivent, ces étudiants, les lauréats doivent être affectés, doivent être envoyés pour aider l'État. Pour aider l'État à améliorer la qualité des dépenses et des recettes. Ok, on va revenir sur vous. Je ne sais pas si vous pouvez aussi rajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup, monsieur Richard Kabea. Oui. La question de la problématique de la non-intégration, l'École nationale des finances a été créée en 1972 par le ministre Barouti. Qu'est-ce qui avait motivé le ministre Barouti d'accélérer le processus de la création de l'École nationale des finances? C'était parce qu'il avait trouvé une crise, une nécessité, un besoin au sein de l'administration pour que les finances publiques de l'État soient mieux gérées, mieux contrôlées, parce qu'il y avait des vides sur le plan technique. À cette époque-là, la formation dans le pays n'était pas la qualité de la formation aujourd'hui. L'université de Kinshasa, l'Ovanium, produisait la crème. À Lubumbashi, on avait encore des meilleurs éléments, notamment à Kisangani. Mais malgré cette classe des intellectuels qu'on a eu dans le pays, leur excellence, M. Mouchetti, en 1968, M. Barouti, en 1972, ont trouvé qu'il fallait qu'il y ait une qualité de la main-d'œuvre devant exercer l'emploi au sein du ministère des Finances. Voilà pourquoi l'École nationale des finances a été créée pour une bonne gestion des finances publiques. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Mais veuillez un peu nous expliquer. Vous avez parlé des Barouti. Oui. C'est le Barouti qui est le pasteur Barouti ou bien quel Barouti? Nous voulons quand même avoir une lumière là. Non. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Non. Monsieur Barouti fut ministre des Finances en 1972. C'est lui qui a signé l'ordonnance loi portant création de l'École nationale des finances. Bien avant lui, il y a eu monsieur Mouchetti qui avait conçu qu'il fallait, qui avait trouvé qu'il y avait un besoin, qui avait trouvé que malgré ce que produisent les universités dans le pays, cette qualité de la formation-là
n'est pas suffisante pour qu'il y ait une technicité valable au sein de l'administration des finances. Ok, j'aimerais toujours commencer avec vous. Maintenant, où se situe maintenant votre problème? Notre problème actuellement se trouve dans la non-intégration. Actuellement, nous avons traversé plusieurs étapes. Nous avons traversé plusieurs étapes parce que depuis, je vais citer une loi. Je prends une loi, un arrêté, l'arrêté numéro 14 du 17 juillet 1995. Cet arrêté a été signé par son Excellence Monsieur Pierre Païpaï. Le papa Païpaï a conçu qu'il devait signer un arrêté portant mesure d'application de l'ordonnance loi portant création de l'École nationale des finances. Donc l'ordonnance loi signée par M. Barouti en 1972, M. Pierre Païpaï, comme ministre des Finances, a trouvé qu'il fallait venir sur ce point, parler sur ce point-là, pour que cette loi, cette ordonnance-là soit mieux appliquée dans le pays. Fort malheureusement, cet arrêté-là n'a été exécuté que pendant quelques années. Okay. Après cela, cet arrêté souffre d'une inexécution. Ok, j'aimerais que la même question soit répondue aussi par M. Papi Kankou. Est-ce que vous pouvez vraiment prendre votre micro et nous expliquer réellement quel est votre souci dans cette affaire? Monsieur le journaliste, notre souci dans cette affaire de non-intégration, personnellement, avec les amis, je crois, j'ose le croire, j'ose le dire, il y a plus grand souci actuellement. Parce que, d'abord, je tiens d'abord à féliciter les cabinets de Nicolas Kazadi. Depuis que nous avions commencé ces dossiers, parce que moi je suis de promotion 2010, nous avions commencé le suivi de ces dossiers après la collation des gardes académiques. Plusieurs de ministres se sont succédés. Je cite ici le ministre Yav, le ministre Matata. Donc, on commence d'abord par Matata, Pogno, Yav et Sélé Alagouli. Aucun du ministère plutôt, n'a pris en compte ces dossiers en souffrance depuis 2010. Parce que nous sommes la dernière promotion qu'on a bloqué l'affectation. Alors, en arrivant au pouvoir, le ministre Nicolas Kazadi avec son cabinet, que je salue avec beaucoup de respect et de considération, mais c'est l'ADEME Lionel, ils ont pu reconnaître ces dossiers, accepter ces dossiers. Pour votre information, monsieur le journaliste Richard, il a même, le cabinet a instruit, le ministre a instruit les cabinets, une commission en toute urgence pour nous recenser en date du 7 juillet 2022. Que tous les lauréats de l'école nationale ont salué l'avènement de son excellence Nicolas Kazadi. Nous tous ici présents dans cette salle et nos amis qui nous regardent à la télé ont été recensés en bonne et due forme. Et nous avions applaudi le courage, l'implication personnelle de Nicolas Kazadi et son cabinet. Mais, fort malheureusement, messieurs les journalistes, notre inquiétude, notre préoccupation au quotidien réside nous ne savons pas, présentement là, une année après, qu'est-ce qui dérange que les lauréats de l'École nationale de finances ne soient pas mis en service? Est-ce que les rapports n'est pas encore parvenu sur la table où le ministre a beaucoup de préoccupations, mais la bonne volonté du ministre et du cabinet nous prouve à suffisance que les dossiers, peut-être ça va lui parvenir ou c'est déjà sur sa table, mais fort malheureusement, le ministre a beaucoup de charges. C'est ça notre préoccupation. Après, il n'en a pas recensement. Nous voulons ce que l'implication personnelle du chef de l'État, du ministre lui-même, parce que d'abord par le chef de l'État, parce que c'est lui qui avait instruit le ministère des Finances, et le ministre des Finances avait diligenté une commission. Quant à ce, nous voulons, ce que nous sommes venus demander ici, que son excellence Nicolas Kazadi, lui qui est de bonne foi, un père de famille, lui qui avait instruit son cabinet, qu'il puisse en finir
avec ces dossiers qui souffrent depuis des décennies. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il est en train aussi de vous écouter. Ce message va lui parvenir. J'aimerais poser encore cette question à M. Amouri Atibou, de savoir pourquoi cette loi n'a pas été appliquée en votre faveur. Merci, messieurs les journalistes. Vraiment, c'est un regret de plus de voir notre non-intégration dans l'administration publique. Pourtant, nous avons fait tout ce que la loi a prévu et arrivé à la fin, nous ne sommes pas intégrés dans l'administration. En fait, messieurs les journalistes... Peut-être, excusez-moi, la cause, peut-être ce n'est pas qu'il n'y a pas une place parce qu'on ne peut pas affecter les gens là où il n'y a pas une place quand même. Non, c'est... Bon, moi, j'ignore la cause, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas une place. Parce que lorsqu'on est recruté, quand on est recruté, il y a un contrat que nous signons avec l'État congolais. Et d'ailleurs, c'est prévu par la loi. Les documents, les formulaires de l'inscription nous demandent de signer, lorsqu'on est inscrit, de servir l'État pendant au moins 6 ans. Si vous êtes inscrit et que vous êtes sanctionné si vous êtes un diplômé de l'École nationale des finances, vous devez servir l'État pendant au moins 6 ans. Et nous avons signé ces formulaires. Okay. Et après avoir signé ces formulaires, malheureusement, parce que nous, tant que des gens qui respectent au moins la loi, après avoir signé avec l'État, vous savez combien d'offres que nous avons eues et que nous avons refusées pour éviter des problèmes avec l'État congolais. Parce que là, on pouvait même nous arrêter. Comment est-ce que l'État vous a... Parce que là-bas, on ne paye pas. L'État nous prend en charge, il nous nourrit, il fait tout. Il vous paye d'ailleurs. Il vous paye chaque fin du mois. D'une manière que si vous finissez, que vous puissiez lui servir. Et après cela, nous, personnellement, moi, j'ai refusé d'autres offres. En abandonnant des offres pour venir servir l'État. Alors, quel est le message que vous pouvez passer, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission, quel est le message que vous passez à l'État et aussi au ministre des Finances? Le message que moi je peux passer à l'État congolais, plus particulièrement à notre ministre des Finances, c'est de voir notre cas. Il a eu la bonne volonté de nous recenser. Nous sommes quittés de nos provinces, parce que nous sommes tous pas à Kinshasa. Il y a des gens qui étaient déjà rentrés en province. On nous a rappelé. Nous avons payé plus de $600 de billets pour venir ici. Ici, il y a des gens qui n'ont pas de place pour passer la nuit. Il n'y a pas de logement. Ils ne savent pas comment nourrir. D'ailleurs, nous venons de perdre 3 de nos collègues de la province par manque de prise en charge. Ils sont morts. Pendant une année, on est là. On ne sait pas à quel sens avouer. Le ministre, depuis que le dossier n'est pas décompté, et là, nous tendons déjà vers les élections. Si il peut mettre la main dans la pâte, pour accélérer au moins la procédure afin que nous soyons affectés. Ok, merci beaucoup. Je pense que le ministre va vous écouter et répondre à votre préoccupation. Ok, vous avez aussi 1 minute pour passer votre message par rapport à la préoccupation qui ronge votre cœur. Bon, le seul message que je peux adresser pour l'instant, c'est je l'adresse personnellement au ministre des Finances qui m'attend ici en tant que... Je suis jeune, j'ai fait une formation, j'ai suivi une formation. J'ai été formé à l'École nationale des finances pour servir cet État, pour servir cette nation, dans le secteur bien évidemment de finances publiques. Mais notre crainte, c'est que nous avons passé beaucoup d'années comme ça, en train de chômer. Parfois on perd même des notions que nous avons apprises. Nous sommes en train de perdre l'espoir. On pensait qu'après le recensement, on sera tous déjà affectés. Mais une année déjà, depuis le recensement, on est comme ça. Il y a certaines personnes qui commencent à perdre leur vie. Il y a certaines personnes qui commencent même à perdre leur espoir. Mais nous, on pense que comme le ministre des Finances avait eu cette bonne volonté de pouvoir déclencher ces processus administratifs de notre intégration au ministère des Finances, au ministère du Budget ainsi qu'au Régie financière, je voudrais que le ministre des Finances se saisisse de lui-même d'activer encore cette volonté afin que notre dossier soit libéré. Un dossier qui est vieux, ce n'était pas un dossier de maintenant, c'est un dossier, nous sommes de la promotion 2021, mais avant nous, il y a eu des promotions qui se sont succédées. Donc, nous voudrons que le ministre fasse quelque chose pour nous, afin que nous servions l'État. Pour donner aussi la chance aussi à nos lauréats qui nous restent de pouvoir passer aussi leur message dans 1 minute, parce que notre temps est déjà écoulé. Oui. Merci pour la parole. Bon, moi, il n'y a pas de mots, tout ce que nous pouvons dire, c'est
sollicité à son excellence, monsieur le ministre des Finances, monsieur Nicolas Kazali, d'accélérer le processus qu'il avait déjà amorcé. Il a posé un acte de bravoure, de prendre le dossier, créer les dossiers dans son cabinet et en arriver jusqu'au point de nous inviter pour un recensement. Ça, c'est capital. Personne ne peut nier cela. Il est unique depuis que Matatamponio est venu. Mais du moins, ce processus qu'il avait amorcé, qu'il puisse l'amener jusqu'au bout. Okay. Parce que actuellement, il y a des gens qui sont en train de difficulté à ce qu'ils ont répondu à l'invitation. Ok, merci beaucoup. Je clôture avec M. Papi Kankou. Votre dernier mot et puis on boucle notre émission. Oui, si je peux placer mon dernier mot, je vais le placer en ces termes. Si l'occasion permettait à son Excellence Monsieur le Ministre et les membres de son cabinet qui nous suivent au travers de votre plateau, d'abord, nous tenons à vous féliciter, Monsieur le Ministre des Finances Nicolas Kazali et l'ensemble de votre cabinet. Je l'ai dit ici que vous êtes le seul cabinet qui a pris en compte les dossiers des lauréats de l'École nationale des finances. Nous avions été recensés et c'était un succès. Ce que nous vous demandons, son Excellence Monsieur le Ministre, d'achever ce que vous aviez amorcé. Tous les lauréats n'attendent que votre implication personnelle pour l'intégration de ces lauréats au sein de l'administration publique, au sein du ministère des Finances et du budget. Nous sommes là. Nous avons un acte d'engagement que nous avions pris avec l'État pour servir l'État sous les drapeaux. Et nous sommes bloqués de peur que l'État nous poursuive. Parce que l'École nationale des finances nous avait pris en charge 3 ans durant la bourse, les transports, les frais pour le travail de fin d'études. Mais nous sommes abandonnés à notre triste sort. Nous demandons votre implication. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission, une émission Écho de la jeunesse qui est présentée par Richard Kabea. Et je ne peux pas passer sans pourtant dire encore un grand merci au propriétaire de la chaîne, Maître Billy Cléophas, et à toute l'équipe technique, les caméramens, mon DT Mouya et Florent Quito. Et aussi, je salue aussi les membres de JCTIC, d'où je suis le président fondateur d'une structure des jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo. Et je vous signale aussi que je suis votre candidat député national pour la circonscription des Moamba. En tout cas, je pense que nous serons encore ensemble à la prochaine occasion. Au revoir. Au revoir.